Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Franchement, les grenouilles, c'est vert. Là, on est plutôt sur du rouge sur la semaine. C'est assez fou parce que le Bitcoin est à 106, 107 000 $ au moment où je tourne cette vidéo. C'est tout juste incroyable. Pourtant, eh bien, sur la journée, sur la semaine, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel non plus. Bienvenue à tous, ici Moontorus pour ce Morning Bull Run, j'espère que vous avez la pêche. On va parler aujourd'hui de CZ, de JP Morgan, de Fidelity, on va parler de la Rainbow Charts, on verra Eric Balchunas qui nous a fait une déclaration. On va pouvoir commenter un petit peu concernant les détenteurs de Bitcoin et on finira par un cadre réglementaire crypto aux États-Unis qui devient tout juste exceptionnel. Est-ce qu'on est proche d'une alt season? Est-ce que le bull run va enfin commencer? On est sur des niveaux clés. C'est parti, on va voir tout ça dans ce morning. Et on commence avec ce tweet de CZ qui nous dit investir dans la crypto c'est risqué, mais ne pas investir dans la crypto c'est également risqué. Ben ouais, parce que tous ceux qui investissent pas en crypto aujourd'hui, en tout cas qui connaissent la crypto et qui investissent pas en crypto, ils sont pas prêts à prendre le risque d'investir et c'est totalement ok. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème, pourquoi c'est risqué? Parce qu'il y a énormément de personnes, parmi cette masse de personnes qui connaissent la crypto, qui ne veulent pas investir parce qu'il n'y a pas tout qui explose, qui viendront acheter des crypto-monnaies dans quelques semaines, dans quelques mois, alors que le marché sera en train de partir. Donc ils vont acheter plus cher. Forcément, ils seront débutants. Forcément, ils vont commencer à FOMO. Tous ceux qui sont rentrés là depuis des mois, voire des années sur certains projets, ils vont commencer tout doucement à vendre parce qu'ils seront déjà sur des certaines performances. Tandis qu'il y a énormément de personnes qui vont rentrer trop tard. Et donc, évidemment, pour moi, je suis complètement d'accord avec lui. Investir dans la crypto, effectivement, c'est risqué. Mais pas investir dans la crypto, c'est également risqué. Donc après, il faut choisir un petit peu son camp. Concernant choisir son camp, en fait, les institutions ont clairement choisi le leur. On va voir JP Morgan, on va voir également Fidelity qui est l'un des plus gros acteurs financiers de la planète. Mais là, on va rester sur JP Morgan. En fait, c'est un tournant historique. Pourquoi? Parce qu'on a Jamie Dimon qui a longtemps été connu pour ses critiques virulentes envers Bitcoin, le qualifiant même de sans valeur ou encore de roche pour animal de compagnie. Oui, il a déclaré ça par le passé. Fait aujourd'hui un virage stratégique majeur. Donc, on a JP Morgan qui va permettre à ses clients d'acheter du Bitcoin directement via la banque. Donc, attention, il ne s'agit pas d'une garde directe. JP Morgan ne va pas conserver les bitcoins pour ses clients, mais va leur proposer des produits réglementés comme des ETF Bitcoin qui permettent une exposition indirecte à l'actif. Donc, évidemment, ça c'est pour l'instant. Je pense très sincèrement que dans les prochaines années, JP Morgan proposera la garde de Bitcoin pour ses clients. En tout cas, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Et donc, lors de la journée annuelle des investisseurs, on a Jamie Dimon qui a surpris tout le monde en déclarant « Nous allons vous permettre de l'acheter. Nous ne le recommandons pas », ce qui est assez bizarre d'ailleurs, mais vous devez y avoir accès si vous le souhaitez. C'est pas forcément un revirement idéologique, mais plutôt un geste pragmatique face à la demande croissante de la clientèle institutionnelle et à la transformation du cadre réglementaire américain largement assoupli depuis la présidence de Donald Trump. Et donc cette stratégie d'intégration sans garde directe, déjà adoptée par Morgan Stanley depuis 2024, permet à JP Morgan de rester prudent tout en répondant à la pression du marché, finalement à la demande. Donc en clair, même les banques systémiques les plus conservatrices s'ouvrent désormais aux actifs numériques. Et ça, c'est un signal extrêmement fort pour l'adoption de Bitcoin. En parlant d'institutions financières extrêmement puissantes, eh bien on a Fidelity qui voit dans le Bitcoin une alternative sérieuse à l'or. Donc là, on est passé vraiment sur un autre niveau. On a Bitcoin qui a franchi les 6 chiffres là récemment. Bon, on est venu taper les 6 chiffres, on est redescendu, là on est revenu sur les 6 chiffres, donc 6 chiffres plus de 100 000 $. Et ça change tout. Avec un BTC à plus de 106 000 $, eh bien on a Fidelity via son directeur macroéconomique Jurien Timer, donc c'est pas n'importe qui le mec, réaffirme que le Bitcoin n'est plus une simple mode spéculative. Et donc ce directeur macroéconomique de Fidelity annonce que le Bitcoin devient une valeur refuge crédible comparable à l'or. Donc en fait, sur quoi il va s'appuyer pour faire cette déclaration? En fait, il a observé la convergence entre les ratios de Sharpe, donc là c'est la traduction, donc c'est le Sharpe ratio, entre le Bitcoin et l'or. Le Sharpe ratio, c'est quoi? C'est un indicateur qui mesure combien de rendement un actif génère par rapport à sa volatilité, donc en gros par rapport à son risque. Et donc il en a conclu que le Bitcoin est désormais aussi performant que l'or en tant que réserve de valeur parce que leurs ratios de Sharpe, leurs Sharpe ratios, sont devenus comparables. Donc c'est donc plus une question de hype, mais d'intégration dans des portefeuilles prudents en réponse à un monde macroéconomique qui devient incertain. Et donc si on a Bitcoin qui commence à se comporter un petit peu comme une réserve de valeur et qu'on lui donne cette fonction, que les institutionnels lui donnent cette fonction, eh bien ça pourrait être extrêmement puissant
Pour la suite, dans un contexte où les ETF liés à l'or ont attiré énormément de capitaux début 2025, eh bien, certains analystes estiment qu'un retournement pourrait s'opérer en faveur de Bitcoin. Et il y a même des projections qui sont assez folles. Donc là, pour moi, ça devient un petit peu du grand n'importe quoi. Mais on a des projections les plus optimistes qui placent Bitcoin entre 110 000 et 444 000 dollars d'ici la fin de l'année. Pourquoi c'est un petit peu tiré par les cheveux? Parce que, ok, c'est cool, il est à 108 000 dollars, 106, 107 000 dollars. Et on nous parle d'une estimation entre 110 000 et 444 000 dollars d'ici fin 2025. Donc franchement, c'est pas une grande révélation, c'est pas une grande surprise, c'est pas une grande nouvelle. Donc 444 000 dollars, ça me paraît un peu beaucoup d'ici fin 2025. Pourquoi pas? Moi, j'y crois pas, très honnêtement. Je pense autour des 200 000, ça peut le faire. Mais en tout cas, plus de 110 000, ça, j'en suis convaincu. Fin 2025, on verra justement à la fin de l'année si j'avais raison ou si j'avais tort. Mais quoi qu'il en soit, pour Fidelity, eh bien, cette montée du Bitcoin n'est pas qu'un symbole, c'est un signal profond. Le Bitcoin est en train de passer d'un statut d'actif spéculatif à celui d'un actif de réserve. Ça, c'est extrêmement puissant. On va parler d'une courbe. Alors cette courbe, bon, tout le monde la connaît. Je ne l'ai jamais abordée dans le morning, donc on va un petit peu la regarder. C'est la première fois que je vous la présente. C'est une Rainbow Chart, donc qui montre une courbe de tendance appelée Halving Price Regression, donc le HRP, basée uniquement sur le prix du Bitcoin lors de ces 3 derniers halvings, donc 2012, 2016 et 2020. Et donc contrairement au modèle qui inclut les phases de hype, eh bien cette courbe cherche à donner une vision plus conservatrice et réaliste du prix du Bitcoin sur de long terme. Donc qu'est-ce qu'elle montre? Donc vous avez plusieurs couleurs. On a la ligne bleue qui représente la tendance centrale, donc la trend du prix du Bitcoin en lien direct avec les événements du halving. Chaque bande de couleurs représente une avance temporelle sur cette tendance. Donc bleu foncé sur la tendance actuelle, en vert c'est 1 an en avance, jaune c'est 2 ans en avance, orange c'est 3 ans en avance et rouge c'est 4 ans ou plus en avance. Et donc, le constat actuel, c'est que Bitcoin est à 106 000 dollars. Donc, le Bitcoin se situe actuellement dans la zone verte, que vous avez juste ici, c'est-à-dire environ 1 an au-dessus de sa tendance historique. Ça suggère que le marché est haussier, mais pas forcément très euphorique, et reste dans une zone de valorisation qui est raisonnable au regard de ce modèle, le modèle HPR. Historiquement, eh bien, chaque pic de bull run dépasse largement la bande rouge, vous le voyez ici, donc largement plutôt la bande orange. Et donc, on est loin d'un sommet de cycle selon cette lecture. Et donc, en résumé, ce graphique, il indique que le prix du Bitcoin, bien qu'il soit en forte hausse, qu'on soit à 106 107 000 dollars, eh bien, il reste dans une zone saine par rapport à sa croissance au long terme et n'a pas encore atteint les excès habituels des bull runs passés. Donc, cette courbe, finalement, elle montre quoi? Que c'est plutôt bullish et qu'on n'est pas non plus dans un excès. Effectivement, là, vous voyez ici, là, on a eu deux au niveau de ma souris. Une première hausse en mars, une deuxième hausse en novembre, on a retracé, mais on n'est pas sur des gros excès, si vous voulez. Et sur les précédents cycles, par contre, on a atteint justement 2021 ici, 2017 ici, et là, au niveau de 2012 ici, on a atteint vraiment des excès par rapport à cette courbe. Et donc, c'est plutôt bon signe, encore une fois, selon cet indicateur, pour ce qui nous concerne, à savoir, est-ce qu'on va avoir un bull run par la suite ou pas. En tout cas, ça semble bien parti. On a également Eric Balchudas, donc qui a fait ce post que je trouve assez intéressant parce qu'en fait, il répertorie les top Bitcoin holders dans le monde entier. J'ai fait un petit calcul, c'est que quasiment 25% de la supply est détenue par 13 acteurs. Donc, il faut capter ce qui est en train de se passer. C'est que d'un côté, on a la très très bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment une adoption institutionnelle qui est immense. Donc, il y a les gouvernements des États-Unis et chinois, c'est plus des saisies. Donc, c'est pas, ils n'ont pas acheté du Bitcoin, c'est plus des saisies. Ils les ont gardés. Donc, pour moi, s'ils les gardent, c'est vraiment qu'il y a un plan derrière. Ils les garderaient pas pour rien. Ils auraient pu choisir de les revendre, mais ça n'a pas été fait. Quoi qu'il en soit, on a 13 acteurs qui détiennent presque 25% de la supply en circulation. Et donc, ça veut dire effectivement qu'on a des bonnes nouvelles, on a des belles choses, on a une adoption institutionnelle qui n'était pas le cas en 2021. Donc le marché, la régulation, l'adoption va dans le bon sens. Parce qu'on ne peut pas avoir un Bitcoin qui est détenu que par les particuliers et qui a 200 000 dollars. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que les institutionnels puissent avoir accès parce que c'est eux qui contrôlent le monde de la finance tout simplement. Par contre, il y a quand même un risque derrière ça, c'est que quand vous avez 13 acteurs qui détiennent une aussi grosse partie de la supply, en fait, c'est eux qui contrôlent le marché, clairement. Donc en fait, s'ils veulent faire chuter le prix du Bitcoin, ils ont totalement le pouvoir de le faire. Et c'est là où on voit que le marché en 2021-2025 a changé, c'est qu'on n'est plus du tout sur le même marché. On n'est plus sur un marché qui comporte les mêmes risques. Les risques sont différents. Et effectivement, nous, en tant que particuliers, on sera la dernière roue du carrosse, un peu, on sera les derniers au courant. Et donc, il y a quand même un risque systémique que, si vous voulez, on est
des acteurs qui manipulent le cours du Bitcoin et qui fassent complètement chuter le cours. En plus, ces acteurs-ci, pour la majorité, ils contrôlent les médias, ça veut dire qu'ils peuvent faire passer les idées qu'ils veulent un petit peu dans le monde entier et qui peuvent manipuler de cette façon les cours du Bitcoin. Donc c'est quand même un risque à prendre en compte pour vous en tant qu'investisseur. Donc quand ça va commencer à monter, quand ça va commencer à péter très fort, il faudra prendre des profits parce qu'on n'est pas à l'abri d'une correction extrêmement violente qui sera déclenchée justement par ces acteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils en ont le pouvoir. Est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ils en ont le pouvoir et c'est un risque à prendre en compte pour vous en tant qu'investisseur. Et on finit avec la dernière actualité du jour qui est pour moi la plus importante, c'est le Genius Act. Donc c'est un tournant historique dans la régulation des cryptos aux États-Unis. Le Sénat américain a voté à 66 voix contre 32 pour faire avancer la législation inédite visant à encadrer les stablecoins. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des crypto-monnaies adossées à des monnaies fiat comme le dollar. Et donc ce vote, il marque un changement important après que les démocrates aient initialement bloqué le projet. Donc par le passé, ce projet avait été bloqué, le Genius Act. Et ces démocrates, ils étaient inquiets des liens entre Donald Trump et certaines initiatives crypto. Sauf que ce projet de loi, il vise à proposer un cadre réglementaire clair et sécurisé afin d'éviter les abus, améliorer la transparence et protéger les consommateurs tout en favorisant l'innovation. Donc c'est extrêmement important pour l'adoption. Je vous mettrai une capture d'écran à l'image, donc au montage, et en fait je l'avais annoncé là dans le canal Telegram. Donc ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit, vous avez les infos en avant-première avant qu'ils soient publiés dans les mornings. Vous avez tout ce qui se passe, vous avez des news, vous avez mes points d'entrée, vous avez certaines fois des analyses de projets qui sont faites, vous avez vraiment toutes les infos qui vous concernent tout simplement en tant qu'investisseur. Donc n'hésitez pas à cliquer, le lien se trouve dans la bio. Et en fait ce que j'avais fait, c'est que je leur avais expliqué que il y a 3 objectifs au niveau du Genius Act. Le premier, c'est de mettre en place des protections pour les consommateurs. Le deuxième, c'est de limiter les abus des entreprises tech qui émettent des stablecoins. Et le troisième point, c'est d'instaurer des normes d'éthique pour certains acteurs liés au gouvernement. Et donc, ce que je leur avais dit, c'est que ça sentait très très bon. Pourquoi? Parce que plus on a de réglementation, il ne faut pas arriver dans l'abus de la réglementation, mais en tout cas, dans le contexte actuel, plus on a une régulation qui avance, plus ça va favoriser l'innovation, ça va favoriser les investissements, ça va favoriser le développement de l'écosystème, et donc c'est extrêmement bullish pour la suite. Donc il y a 3 conséquences favorables concrètes de l'adoption du Genius Act par le Sénat américain. Donc le premier, c'est qu'on a une clarté réglementaire pour les stablecoins. Donc on a les entreprises crypto qui auront enfin un cadre juridique clair pour émettre et utiliser les stablecoins aux États-Unis, ce qui réduit l'incertitude légale. Le deuxième point, c'est qu'on a une ouverture aux institutions financières, donc les banques, les fonds, les grosses institutions jusqu'ici qui étaient prudents pourront s'impliquer davantage dans l'écosystème crypto parce que la régulation réduit le risque juridique. Et le troisième point, c'est qu'on a une accélération de l'adoption du Web3 aux États-Unis. Et donc ce vote, il montre un changement de posture politique. Les États-Unis ne veulent plus freiner l'innovation, mais la canaliser. Donc c'est 2 termes qui sont extrêmement différents et qui ne vont pas avoir les mêmes conséquences par derrière. Et donc ça renforce l'image du pays comme un futur leader de la finance numérique, tout simplement. Et on va finir ce morning avec la partie technique. On est actuellement sur des zones qui sont des zones extrêmement importantes. Là, on est vraiment sur un point d'inflexion. Donc là, soit ça part to the moon, là, soit on vient éclater tout simplement la dernière liquidité qui reste, à savoir tout simplement ici, la tâche de Bitcoin. Soit on vient l'éclater, donc là ça part to the moon, ou soit on vient potentiellement retracer. C'est un scénario que je privilégie moins, mais qui n'est pas non plus à exclure dans des zones ici où on a de l'argent, là, dans des grosses zones de liquidité ici. On peut revenir également combler cette zone-ci, au niveau de la FVG qu'on a laissée ici. Donc pareil, là il y a de l'argent qui a été laissé, ou alors tout simplement venir consolider dans cette zone, mais tant qu'on ne casse pas, si vous voulez, je vais vous clean le schéma, mais tant qu'on ne casse pas grosso modo ce niveau-là, le scénario il est bullish, tout simplement sur du très court terme. Pour moi, vous le savez, sur du long terme, je suis extrêmement bullish. Là, on est en train de parler de court terme, de ce qui peut se passer là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tant qu'on ne vient pas casser ce niveau clôturé là en dessous de ce niveau-ci, en fait, on est toujours bullish. Et donc là, ce qui peut se passer, c'est que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on ait un Bitcoin qui fasse de nouveaux ETH. Et si le Bitcoin fait de nouveaux ETH, évidemment, il va y avoir un afflux massif de capitaux et donc vos portefeuilles vont pouvoir s'apprécier. C'est tout pour ce Morning Bull Run. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous avez le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. Ceux qui veulent vraiment avoir les informations en avant-première, être toujours au courant des news, de ce qui se passe, des actus les plus chaudes, les plus brûlantes, de savoir un petit peu quelles sont mes thèses d'investissement sur le court, moyen, long terme, ce qu'on fait, etc. Rejoignez le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Quant à moi, je vous dis à vendredi. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.